Donc, c'est véritablement donc un grand formateur que nous accueillons ce matin pour nous livrer un thème des plus importants et des plus intéressants. Donc, je vais vous demander d'acclamer M. Wangarawa Théophile pour le... Voilà. Et sur ce, M. Wangarawa, vous avez la parole pour votre communication. Merci beaucoup. Merci, M. Ampa. Merci, cher Noufou. C'est un plaisir pour moi d'être ce matin avec vous. Je vous suis quelquefois à distance, quelquefois je n'ai pas le temps, mais avec un grand intérêt ce matin, je demandais justement la parole pour partager avec vous un partage d'expérience, naturellement avec nos experts, nos formateurs qui ont déjà abattu un... Voilà, c'est bon maintenant. Donc, je disais que mon intervention ce matin va vous permettre de capitaliser et d'avoir une vue d'ensemble avec tout ce qui a été déjà fait. Donc, sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. Alors, vous avez vu au cours en début de semaine jusqu'à hier, j'allais dire, tout ce qui concerne le numérique, le parcours du numérique avec les formateurs, l'usage notamment des logiciels de bureautique, Internet, les réseaux sociaux, si je ne m'abuse. Dans tous les cas, ça va se poursuivre. Alors, ce matin, nous allons non seulement nous entretenir non seulement sur la thématique qui nous intéresse, travailler dans un environnement numérique évolutif. À quoi est-ce que cela rime-t-il? Quels sont éventuellement l'arrimage à faire avec vous en tant que chercheur d'emploi? Mais avant de commencer à traiter le thème, je vais naturellement vous présenter le campus numérique francophone 5.0. Donc, vous êtes à l'AUF depuis le début de ce parcours. Vous en savez assez sur l'institution. Mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour tout ce qui concerne peut-être nos entités, les services qui sont déployés au sein de l'AUF. Alors, l'AUF Burkina, si vous voulez, c'est 3 entités actuellement avec la représentation nationale, la représentation du bureau national. Vous avez aussi le campus numérique francophone 5.0. Donc, on aura à travers cette présentation tous les éléments de réponse et tous les éléments qui riment avec le 5.0. Le campus numérique francophone, c'est un plateau intégré d'offres de services où vous avez accès à une bibliothèque numérique actuellement de plus de 20 millions de ressources. Vous avez accès à des formations diplômantes et certifiantes sur des plateformes spécialisées de nos instituts qui, justement, font la promotion, lancent des avis de recrutement et accompagnent nos universités à vous offrir des offres de formation assez intéressantes, professionnalisantes justement, qui répondent aux attentes du marché de l'emploi. Alors, vous avez tout un package de services liés justement à l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique qui rime chez nous avec aussi le numérique, parce que le numérique éducatif, l'AUF est au cœur justement de ce challenge, est au cœur de ces défis. Nous en avons fait justement, nous sommes au cœur de notre métier, tout ce qui concerne le numérique éducatif. Vous allez le constater avec non seulement les offres de formation sur des plateaux, sur des plateformes spécifiques et spécialisées, mais aussi avec d'autres outils qui sont développés, partagés avec les universités membres. Alors, il faudra justement noter que nous avons, depuis un certain temps, implémenté un mini-studio. C'est un mini-studio de montage de capsules vidéo pédagogiques, mais aussi tout ce qui va tourner sur l'ingénierie de la formation à distance. Donc, ce sont des services qui sont juste à côté de vous. Donc, pour résumer, vous êtes actuellement dans le centre d'employabilité, mais juste derrière vous, vous avez le campus numérique francophone. Donc, où la grande salle d'accès, justement, à ces offres de formation, mais à la bibliothèque numérique vous accueille avec tous ces espaces. Alors, on revient sur la thématique qui nous intéresse, travailler dans un environnement numérique. Alors, nous allons aborder plusieurs points successivement dans la présentation.
il s'agit ensemble d'appréhender l'évolution du numérique à travers justement l'histoire. Vous en savez depuis un certain temps assez ou sinon mieux que moi. Alors, on va aborder les systèmes d'exploitation, ce qui est au cœur justement du numérique ou des mini-systèmes, des grands systèmes que vous connaissez aussi parce que vous utilisez ces mini-systèmes, les micros, voilà, les PC, les Mac, tout ce que vous avez sous la main comme support numérique. Alors, on va aborder aussi le courriel professionnel. Vous utilisez le mail, ça c'est rentré dans les usages, c'est rentré dans les habitudes, c'est au cœur justement du métier. Et naturellement, on va aborder la visioconférence. La visioconférence, depuis le début de ce parcours, vous êtes embarqués. Ceux qui sont à distance, vous suivez les ateliers en visioconférence. Mais ce matin, il s'agit avec vous de regarder de plus près comment tout cela se met en œuvre. Et naturellement, ce sont des outils que vous devrez vous en approprier et naturellement booster votre employabilité. Et enfin, nous allons ensemble regarder tout ce qui concerne justement la sensibilisation, l'information sur, si vous voulez, la cybercriminalité, les bons usages sur le réseau, sur les réseaux sociaux. Donc, voici de façon résumée les quelques points que nous allons aborder ensemble. Alors, le numérique, c'est assez passionnant parce que vous avez suivi l'évolution depuis un certain nombre d'années. Ça va vite et c'est un domaine aussi, non, c'est l'un des domaines où l'innovation va à grande échelle et va rapidement. Donc, vous avez une invention aujourd'hui, demain, vous avez des innovations qui vont avec. Alors, il faut noter que le numérique, dans l'usage, si vous voulez, dans l'historique de l'évolution de l'Internet, c'est assez intéressant de le savoir parce que au début, vous avez connu ce qu'on appelle Internet 1.0, donc tout ce qui concerne aller chercher l'information, aller voir l'information juste pour être informé. Là, vous n'interagissez pas avec de façon à produire du contenu. Donc ça, c'est l'Internet, on peut le dire statique, où vous avez accès à l'information. Les choses sont allées très vite, où vous avez connu Internet 2.0. C'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux, la production de contenu, l'usage de Wikipédia, avec aussi des portfolios, des blogs que les uns et les autres ont pu justement créer dans le temps. Et ça permet justement à l'utilisateur de ne plus être un spectateur parce que là, il produit du contenu. Donc, Internet 2.0, c'est justement Internet des internautes parce qu'ils participent à la production du contenu. Et les choses sont allées aussi dans un laps de temps pendant que 2.0 se mettait en place ou s'achevait. Vous avez découvert, c'est vrai que d'un pays à un autre, l'évolution allait très vite parce que l'usage du téléphone mobile avec Internet, d'un pays à un autre, les choses n'étaient pas du tout les mêmes, mais ce qu'il faut retenir justement, c'est que l'usage du mobile est parti à une cadence assez intéressante et a permis justement de vulgariser Internet. Avec l'avènement de la 4G, de la 5G qui se profile sur un opérationnel dans certains pays déjà, ça a permis justement de démocratiser et de vulgariser l'usage de l'Internet. Donc, il y a je dirais 5 ans de cela. Si on vous demandait est-ce qu'on peut faire de la vidéo avec un téléphone, est-ce qu'on peut suivre des cours avec un téléphone, la quasi-totalité de tout le monde, voilà, j'allais dire c'est impossible, je ne peux pas le faire. Parce que le téléphone n'était pas approprié ou si vous voulez, la connexion n'avait pas atteint un certain niveau qui permettait justement de vulgariser et de s'approprier justement de tous ces avantages. Donc, les choses sont allées rapidement et Internet 3.0 avec l'usage du mobile, c'est l'actualité actuellement. C'est ce que vous avez. Donc, à travers justement le téléphone, là où vous êtes, vous avez la connexion à certains
je dirais, pour le Burkina, la quasi-totalité, hein, et sur les grandes villes, vous avez Internet 4.0. On se connecte avec le téléphone. Il n'y a plus de soucis à se faire. Vous vous rappelez avec l'avènement de Internet, avec les cybercafés qui se sont déployés, qui se sont ouverts à travers le pays, où tout le monde courait justement derrière ces cybercafés. Actuellement, ça n'existe plus. Pourquoi justement? Parce que avec Internet mobile, les choses sont allées très vite. Avec Internet 3.0, les choses ont permis justement de vulgariser, de partager, de démocratiser cette technologie-là. Alors, comprendre l'évolution, justement, ça vous permet aussi de mesurer la portée. Donc, on le disait en termes de, vous avez vu, les jours précédents, l'avantage sur Internet, notamment les techniques de vente, tout ce qu'il y a comme emploi latent, tout ce qu'il y a comme potentialité avec le numérique sur Internet, c'est justement avec le 3.0. Donc, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Vous avez entendu parler de Internet des objets, de la réalité virtuelle, de la réalité embarquée. Toutes ces technologies qui s'enchaînent de façon fulgurante et qui sont justement, et pour certains, à la portée de vos doigts ou de vos claviers, sont des avancées majeures sur Internet, sur le numérique qu'il faut justement saisir et en faire bon usage et mieux tourner tout ça vers pour booster votre employabilité. Alors, on va aborder maintenant les systèmes d'exploitation et la gestion de fichiers. Donc, comme je l'ai dit, mon intervention, par la suite, les autres formateurs vont revenir sur des cas pratiques, mais je vais planter le décor, vous rappeler un certain nombre d'usages et naturellement, cela sera votre avantage. Parce que non seulement il faut avoir la technique, il faut avoir la capacité de le faire, mais aussi il faudra avoir la connaissance qui va avec. Donc, vous êtes des étudiants, donc la théorie vaut son pesant d'or, savoir justement assez de connaissances là-dessus. Alors, les systèmes d'exploitation, comme je le disais aussi, font partie, ont suivi l'évolution de l'Internet ou l'évolution du numérique. Vous avez Unix, qui est justement le père, je vais dire, des systèmes et qui est beaucoup embarqué dans les grands systèmes. Et vous avez Linux, qui est un système d'exploitation partagé, je dirais mieux partagé en termes de logiciels libres qui existent. Il est bon de le savoir et il est bon aussi de savoir comment en faire usage, comment l'utiliser. Parce que dans certains services, quand on vous recrute, vous n'allez pas trouver du Windows, vous allez trouver du Linux qui sont dans les systèmes. Et si vous atterrissez dans une entreprise qui n'utilise pas Windows, il ne faudra pas que vous soyez déphasé. Donc, le savoir, justement, vous permet aussi d'avoir une attitude et après d'aller chercher la formation. Donc, Linux, c'est un logiciel libre. Après, ça fera justement avec Moreno tout ce que j'ai dans les présentations en ampoule. Il faudra les noter. Vous pourrez faire des cas pratiques et des recherches. Alors, il s'agit justement, comme je l'ai dit, pour les deux logiciels ou systèmes d'exploitation Linux ou Windows. Donc, le Linux, je m'attarde sur les deux parce que Linux, comme je l'ai dit, c'est un logiciel libre. Il n'est pas propriétaire. Donc, c'est une communauté qui développe le logiciel, qui le met en partage et qui suit son évolution dans le temps, qui l'enrichit. Et naturellement, cela permet de démocratiser la connaissance. Et c'est ça aussi l'aspect assez intéressant du numérique. Le numérique inclusif, c'est-à-dire qu'il faudra permettre à tout le monde d'avoir accès à cette technologie. Et c'est justement l'avantage ou la valeur que ces communautés apportent en développant et en mettant en jour ce logiciel. Alors, Windows, c'est un logiciel propriétaire. Il ne vous appartient pas, il ne nous appartient pas, il appartient à celui que vous savez tous, à Bill Gates. Voilà, c'est son produit. Donc, vous connaissez peut-être l'histoire de Bill Gates, comment cela a évolué. Ça a évolué avec le DOS et son entreprise est partie de ça, du DOS. Voilà. Donc, c'est assez intéressant de le savoir. Et ces logiciels, ce sont des logiciels justement qu'il faut acquérir avec une licence. Le savoir aussi vous permet
hein, en tant que futur chef d'entreprise, même en tant que chercheur d'emploi et tout, savoir que ces logiciels propriétaires vont de pair avec des licences. Donc, il faut avoir des licences, sinon vous pouvez buter à un certain nombre de problèmes, de non-mise à jour, de votre ordinateur qui se plante parce que le système n'est pas à jour et tout. C'est justement à ce niveau. Alors, dans tout ce que j'ai réservé comme partage et pour vous reverser tout ça dans ce laps de temps, quand vous travaillez dans un environnement, hein, un système d'exploitation, la première des choses rapidement à vous dire, c'est de sécuriser votre système. Donc, les formateurs qui sont là et les informaticiens qui nous écoutent pourront justement répondre après. Sécuriser votre système, c'est de créer un compte admin sur votre machine avec un mot de passe. Vous êtes dans les usages professionnels. Vous quittez justement le cadre de l'étudiant qui se débrouille. Non, vous n'êtes plus à ce stade. Parce qu'on vous a embarqué dans un parcours, hein, d'intégration, de recherche d'emploi. Et l'attitude change. Et vos manières vont changer. Parce que si vous rentrez dans un service, il y a ces b.a.-ba où il y a ces connaissances. Si vous ne les avez pas déjà, vous allez vous buter à des problèmes. Donc, le savoir, c'est assez intéressant. Donc, avoir des comptes avec justement, hein, des mots de passe, sécuriser votre espace de travail. Ça doit être des réflexes qui vont de pair avec votre apprentissage. Alors, dans la nomenclature des fichiers aussi, c'est assez important. On apprend Internet sur le temps. Sur le tas, on crée des dossiers, on crée des fichiers. Je crée un dossier, je vais nommer quoi? Éloge, Éloge 1. Demain, je crée un autre dossier, je vais le nommer Farid 2. Voilà. Non, tout ça, ça doit finir. Vous n'êtes plus dans cette dynamique. Vous êtes dans une dynamique professionnelle. Donc, la nomenclature des dossiers, des fichiers doivent être assez évocateurs. Ça, c'est évocatrice. Ça, c'est assez important. Quand vous travaillez sur un rapport, le fichier ne va pas s'appeler Ousmane 1 ou Ousmane 2. Il va s'appeler rapport d'activité, telle période, et vous enregistrez votre dossier. Donc, vous l'envoyez, vous le partagez à un collaborateur. Avant qu'il n'ouvre le fichier, il sait de quoi il s'agit déjà. Et c'est ça, ce sont les bonnes attitudes. Donc, pour la création des répertoires aussi, ça va de soi. Donc, vous avez un espace que vous organisez, vous créez des répertoires et des sous-répertoires et vous archivez, hein, professionnellement parlant, vos dossiers et de façon, hein, conséquente. Alors, ce qu'il y a aussi à noter dans l'appropriation du numérique, hein. Alors, souvent, quand vous êtes dans des ateliers de formation, ce que j'appelle le plus souvent, ça peut être des ateliers orientés, on vous assiste du début jusqu'à la fin. Non. Pour ce qui concerne, hein, des futurs entrepreneurs et puis des jeunes chercheurs d'emploi, vous devez changer d'attitude. Parce que c'est tout ça le potentiel du numérique. Le numérique est orienté auto-formation. Quand vous ouvrez un logiciel, vous ouvrez Word, vous ouvrez Excel, vous avez ce qu'on appelle l'interface. L'interface et l'ergonomique sont conçus de telle sorte à pouvoir dialoguer avec l'utilisateur. Donc, ça veut dire quoi? Si je vais peut-être quitter la présentation. Voilà. Donc là, j'ai l'interface de... Voilà, donc j'ai l'interface de PowerPoint. Et quand je regarde, j'ai des commandes, j'ai des menus, et tout ça, c'est parlant. C'est parlant parce que ce sont des experts qui l'ont conçu de telle sorte à faciliter l'apprentissage. Et ceux qui l'ont conçu, ce n'est pas uniquement des informaticiens. Souvent, ce sont comment on appelle, des groupes de développeurs. Vous avez des sociologues parmi, vous avez des psychologues parmi, vous avez des développeurs, des programmeurs. Ah, tiens, il y a cette commande qui est beaucoup utilisée par les utilisateurs. C'est mieux de le mettre à gauche parce que le regard va de la gauche vers la droite. C'est mieux de le positionner à tel endroit. Tout est étudié. Tout, rien n'est laissé, rien n'est fait au hasard. Donc, l'interface vous communique avec vous et vous permet justement d'apprendre très vite. Voilà pourquoi on parle d'une interface intuitive. Ça, c'est assez intéressant et c'est bon de le noter parce que justement, dans l'apprentissage, quand vous arrivez dans certaines entreprises, on vous donne des ressources. On vous met sur une plateforme, on vous laisse vous auto-former.
Donc, ne vous attendez pas à voir quelqu'un qui va vous dire cliquez là, faites ça. Non, vous avez tout devant vous. Cela suppose que vous êtes en capacité de travailler dans un environnement numérique. Donc, et ça sont des attitudes à comprendre et à développer. Et savoir justement utiliser ce réflexe-là vous permettra d'aller rapidement plus vite. Donc, je reviens sur la présentation. Alors, tout ce qui concerne les formats de fichiers que j'avais sauté, les formats de fichiers, vous recevez un fichier, il faut savoir l'identifier. C'est un fichier Word, c'est un fichier Excel, c'est un fichier PowerPoint, c'est un fichier vidéo, c'est de l'image. Donc, ça, c'est assez important. Donc, quand vous construisez vos compétences justement hein, dans le numérique, ce sont des connaissances que vous devrez rapidement comprendre. Donc, on vous envoie un fichier, vous savez le format du fichier, vous savez éventuellement quel logiciel vous permet de l'ouvrir en cas de souci. Donc ça, c'est des cas pratiques qu'on va traiter avec vous. Voilà, donc pour la gestion des systèmes d'exploitation et la gestion du fichier, on pourra y revenir s'il y a des questions. Alors, j'aborde le réseau Internet. Internet, vous le connaissez, c'est comme je l'ai dit, dans les usages actuellement, c'est tout le monde, même ceux qui n'ont pas fait de formation en informatique, savent utiliser Internet. C'est intuitif, ça va vite, ça devient hein, des connaissances, les connaissances les mieux démocratisées actuellement dans le domaine du numérique. Alors, Internet, c'est un vaste réseau. Vous le savez, c'est un vaste réseau d'ordinateurs interconnectés à travers le monde qui permet justement le partage et la communication d'informations. C'est un réseau structuré et les informaticiens vous feront justement toute la typologie des réseaux d'Internet. Mais ce n'est pas l'objet ce matin. Juste, c'est un réseau que nous savons. C'est un réseau aussi sur lequel ou du moins pour aller sur Internet, j'utilise ce qu'on appelle des navigateurs. Donc, ça c'est bon à le savoir. J'utilise pas seulement qu'un seul navigateur. Je peux utiliser plusieurs navigateurs. Je vais aller à Washington, je vais aller à Paris, je peux prendre plusieurs avions, je peux prendre plusieurs bateaux, mais il faut que j'arrive à bon port. Donc, les navigateurs sont justement ces moteurs-là, ou si vous voulez, ces outils qui vous permettent de surfer sur Internet. Et ces navigateurs, des moteurs de recherche avec tout aussi, vous le savez, le développement de l'intelligence artificielle avec je vais dire quoi, des robots numériques qui glanent le réseau informatique, le Internet, qui peuvent renvoyer de l'information, pour ne pas dire des espions qui sont sur le net que vous voyez ou que vous ne voyez pas. Mais ça, c'est assez important. Alors, dans la gestion des marque-pages, pourquoi j'ai tenu justement à partager cela avec vous? Avec tout ce que vous avez déjà appris au cours de la semaine, ce qu'il y a de plus important à noter sur l'usage de ces navigateurs, c'est de les utiliser et de façon professionnelle. Et l'un des éléments ou des deux éléments que j'ai gardés, c'est la gestion de vos marque-pages. Donc, quand vous prenez un navigateur, vous devez organiser justement les pages sur lesquelles vous partez le plus souvent. L'information ou les sites récurrents que vous utilisez le plus souvent, c'est bon justement de les taguer, de les marquer. Donc, ça vous fait un gain énorme de temps et ça vous permet justement de façon professionnelle d'organiser votre espace de travail. Ah, tiens, je crée dans mon marque-page des dossiers où je peux justement taguer plusieurs pages. Et je peux aussi, par la suite, partager ce répertoire avec des collaborateurs, avec des étudiants, des camarades et tout. Et quelqu'un qui vous voit travailler ainsi, il sait que vous n'êtes pas à un niveau d'initiateur. Vous êtes à un niveau assez professionnel où vous organisez votre espace de travail. Alors, l'historique de navigation, il faudra très bien le noter. L'historique, il garde justement vos traces et les sites sur lesquels vous avez surfé pendant un certain temps. Il faut penser le plus souvent, si ce n'est pas votre machine, vous utilisez voilà, des machines partagées à effacer l'historique. Donc ça, c'est assez intéressant.
Et justement, pensez aussi à retrouver de l'information le plus rapidement possible à travers l'historique des navigateurs. Je reprends, vous avez la gestion des marque-pages. Avec Moreno, vous allez pratiquement voir ça après mon intervention. Et puis, l'historique de navigation. On va juste vous montrer sur les commandes comment vous allez les utiliser. Alors, maintenant, on va aborder la gestion du courriel professionnel. Donc, c'est quoi le courriel? Encore une fois de plus, vous utilisez le courriel tous les jours. Donc, c'est le mail. Donc, c'est le courriel en version numérique. Et là, le point sur lequel je vais insister, c'est justement l'usage du courriel de façon professionnelle. Une fois de plus. Donc, il ne s'agit pas de faire une formation sur le mail, je sais créer ma boîte. Non, mais comment vous créez votre boîte? Comment vous gérez votre boîte? C'est surtout sur ces aspects que nous insistons dans ce parcours. Donc, l'usage professionnel de vos courriers. Alors, le premier élément à garder en tête, c'est justement comment vous créez votre courrier. Peut-être beaucoup l'ont déjà, mais il faut penser, et par la suite, vous allez le voir, si vous êtes recruté dans des entreprises et dans des structures, vous allez vite vous rendre compte que la création du courriel pro est réglementée ou concaténée avec un certain nombre d'informations. Vous ne pouvez pas venir dire, moi je veux appeler, je veux qu'on crée mon courrier électronique, je veux qu'on m'appelle leboss.gmail.com. On ne va jamais vous le créer dans le service. C'est des fantaisies, c'est des trucs, ça ne renvoie à rien. Le plus souvent, vous allez voir que c'est concaténé. Vous avez le prénom, le nom, et puis le nom du domaine. Pourquoi cela? Parce que c'est évocateur. Ça renvoie à des choses, on sait de qui il s'agit. Ce sont des identifiants, ce sont des identités. Et c'est justement dans ce cas, il faut aussi le noter. Et dans le courriel professionnel, vous avez le plus souvent la signature. Donc, on sait qui a envoyé le courriel. En bas de son courriel, on a son identité. C'est Sarah Conon, secrétaire, administratrice. Voilà, on peut avoir d'autres informations sur elle. Alors, donc, allô, ceux qui sont à distance. Alors, donc, vous avez la signature électronique. Et d'une structure à une autre, aussi, ça sont des procédures internes d'une entreprise à une autre. Ils peuvent déjà tout formaliser. Donc, le nouveau recrue, il va suivre les procédures tout simplement parce que là, il va utiliser un courriel professionnel et dans l'usage justement qui va avec. Maintenant, dans vos courriels personnels, ce que vous allez faire comme exercice, justement, c'est de créer la signature. Donc, vous pouvez utiliser votre adresse mail personnelle, d'accord? Vous insérez une signature en attendant éventuellement, même si c'est le même courriel qui est utilisé de façon professionnelle, pensez à insérer la signature. Hein, Sarah Conon, je ne sais pas moi, PDG de telle entreprise, vous signez. Voilà, donc vous faites un mail, on partage le mail, on sait que c'est Sarah qui nous a écrit, on connaît son statut dans l'entreprise. Donc ça c'est aussi important. Alors, du bon usage des adresses ou des champs dans le courrier électronique professionnel. Nous le faisons dans le tas, dans la pratique, mais une fois de plus, pour vous, dans ce parcours, à la sortie de ce parcours, vos habitudes changent, vos attitudes changent. Vous aurez des compétences et de l'information qui vous permet justement de vous redéfinir et de très bien positionner les choses. Alors, vous avez le plus souvent le champ A. Dans le champ A, qu'est-ce qu'on met? OK, merci. On met le destinataire. C'est le destinataire principal du message ou les destinataires principaux des messages. Je vais écrire à Abdul. On doit travailler sur un fichier, on doit travailler sur un dossier. Mon cher Abdul, je t'envoie en pièce jointe l'ensemble de ces dossiers et je profite justement de te solliciter ou fixer ce rendez-vous avec toi. Et en copie, je veux que la secrétaire sache qu'en discutant avec Abdul, j'ai calé un rendez-vous. Comme c'est elle qui est en charge, c'est elle justement qui organise les rendez-vous, elle reçoit l'information, mais elle n'est pas la destinataire
première de l'information, du mail. La secrétaire prend note. Abdul sait qu'il doit préparer avec tous les éléments de la réunion. Donc, je mets la secrétaire en copie. Elle est en copie conforme. Copie carbone, copie conforme. Elle reçoit le message. Mais ce n'est pas elle, le destinataire, la destinataire principale du message. Alors, donc, vous avez aussi le champ CCI. Donc, copie conforme invisible. Donc, ce champ est utilisé, justement, il doit être très bien utilisé. Donc, j'écris Abdul. Je ne veux pas que Abdul cherche par exemple que le message, mon responsable est au courant du message. Mais moi, je tiens à informer mon responsable que suite à notre rencontre, ce qu'on a décidé, je vais faire un mail à Abdul, mais elle doit avoir le feedback que j'ai fait le mail. Je lui mets en copie invisible, tout simplement. Donc, Abdul reçoit le message, mais Abdul ne sait pas que j'ai mis en copie ma responsable ou mon responsable hiérarchique. Le champ CCI aussi vous permet de respecter l'usage des données à caractère personnel. Quand vous écrivez à plusieurs destinataires qui ne se connaissent pas, qui ne sont même pas censés se connaître éventuellement, vous ne pouvez pas divulguer, partager les contacts avec tout le monde. Vous avez le droit et l'obligation de préserver ces identités. Donc, dans ce cas de figure, vous les mettez en CCI, en copie conforme invisible. Ils vont tous recevoir le message, si c'est la dizaine, la vingtaine. Voilà, ils savent qu'ils ont reçu, d'autres ont reçu le message, mais ils sont en copie conforme invisible. Donc, ça, c'est du bon usage des champs. Alors, sur l'objet du message, ça, c'est assez important aussi. Nous voyons des messages, bonjour, juste un bonjour. Oui, dans l'usage personnel, ça peut être acceptable, mais nous ne sommes pas dans un usage personnel, ou bien je me trompe, nous sommes actuellement dans un usage professionnel des choses. Donc, l'objet du message doit être assez évocateur. Donc, qu'est-ce que je mets dans le contenu du message? Il faut le structurer. C'est comme vous écrivez un courrier officiel, une lettre à votre partenaire, à un directeur d'une entreprise. Il faudra que l'objet soit assez bien défini. Donc, l'objet, déjà, vous voulez voir un tel, c'est pour à quel sujet? Est-ce que je peux en savoir davantage? Ah non, c'est un parent, mais si on veut savoir dans le cadre, justement, de votre rencontre professionnelle, c'est à quel objet? Donc, ça permet d'apprécier l'objet et de préparer éventuellement cette rencontre avec tout le nécessaire. Donc, il faut savoir justement choisir l'objet qui va avec. Alors, il y a un aspect assez important, je ne sais pas si Arsène est en ligne, mais par la suite, c'est l'utilisation ou la sécurisation de votre courriel. Donc, beaucoup se font pirater, ils enregistrent les mots de passe dans le navigateur et par la suite, ils peuvent se faire, s'ils utilisent des ordinateurs aussi dans d'autres espaces, ils peuvent facilement se faire pirater les comptes. Donc, actuellement, les choses sont assez avancées en termes de sécurité informatique, de préserver, sécuriser vos données. Alors, il y a l'authentification à double facette. Donc, je pense que Moreno et Eloge en savent. Et Arsène, si Arsène en ligne, pourra éventuellement intervenir sur ça. Vous êtes dans un parcours professionnel. Vous êtes dans une dynamique non seulement de recherche d'emploi, mais de création, de travailler dans l'espace numérique de façon professionnelle. Une fois de plus, professionnelle. Cela suppose que vous avez tous ces rudiments-là. Si vous entrez dans une entreprise qu'on recrute, ça va rapidement. Sinon, il faudra rapidement
classiques ou des ateliers sur d'autres formats. Donc, ce matin, partager avec vous de façon ramasser le principe ou la visioconférence parce que non seulement vous aurez à faire peut-être des entretiens de recrutement par visioconférence, vous le savez, vous aurez aussi à faire des rencontres B2B par visioconférence. Donc, et c'est assez important d'avoir quelques éléments, quelques rudiments pour organiser votre espace de travail de façon professionnelle. Alors, la visioconférence, c'est justement ce système embarqué. Allô? Voilà. Donc, la visioconférence, c'est un système embarqué qui vous permet justement de tenir votre vis-à-vis en visioconférence. Et quand on dit visio, le mot visio ici est assez important. Visio. On n'a pas dit audioconférence, on a dit visioconférence. Donc, le principe est très bien à noter et à retenir. Vous avez votre vis-à-vis à distance, vous le voyez, vous échangez. Donc, il faudra dès à présent proscrire ce réflexe quand vous êtes en visio, caméra désactivée, on ne vous voit pas. Tout le temps, vous êtes masqué ou invisible. Vous faites de l'audioconférence, vous ne faites plus de la visioconférence. Et ça, c'est assez important, la présence en ligne. Quand vous discutez d'affaires avec, par exemple, un Chinois, un Américain, si Hello, je vais implémenter son entreprise, il fixe une visioconférence, il est masqué. Le Chinois aussi est masqué. Bon, ils vont dire ces deux-là, qu'est-ce qu'ils viennent faire en visio là? Personne ne veut se révéler son identité ou c'est quoi? C'est louche cette affaire. Voilà. Donc, le premier réflexe, c'est comprendre le principe de la visioconférence. Donc, l'outil que j'utilise, il a tous les éléments et tous les supports qui vous permettent de réaliser une visioconférence. Vous avez votre caméra, vous avez votre casque, vous avez votre ordinateur, vous avez la connexion à tester. Le principe, c'est justement ça. Donc, c'est une rencontre dématérialisée, une rencontre, un entretien qui se fait sur des supports numériques et vous permet justement, dans ce laps de temps, de pouvoir échanger de façon professionnelle, confortable et à l'abri justement de certains aléas. Je ne parle pas des aléas de la connexion, ça me permet justement d'aborder certains aspects par anticipation sur les préparations en amont. Donc, quand vous avez une visioconférence professionnelle, un entretien, cela suppose que vous prenez le temps de l'organiser. Trouvez un cadre où vous n'êtes pas dérangé. Trouvez un cadre pour vous assurer que la connexion est relativement bonne. Parce que c'est désagréable de commencer une visio, interrompre, la connexion n'est pas bonne et le plus souvent, vous allez voir, ah oui, c'est ma connexion, je n'arrive pas à me connecter. Vous êtes partenaire, 5 minutes, 10 minutes, tu me dis, c'est bon, là, je ne sais pas ce que le temps, c'est de l'argent. Ou bien, on veut vous recruter aussi, on vous dit, allumez votre visio. Vous savez à peine, justement, utiliser l'outil, c'est révélateur déjà de vos compétences numériques. Ça, il faudra prendre tout le soin de mettre tous les éléments à votre avantage avant de commencer les entretiens. Alors, ce qui est assez intéressant, comme je l'ai dit, il y a non seulement la préparation technique, la préparation de tout, ce qui va avec comme dossier, parce que si vous avez une réunion en visio, ce n'est pas une réunion au rabais, ce n'est pas une réunion à la va-vite parce qu'on veut lire. Non, ça va répondre le plus souvent à toutes les étapes d'une réunion qu'on prépare. Vous voulez fixer une réunion, ça s'appelle organiser la réunion. Ça veut dire que ceux qui sont intéressés, ceux qui sont conviés à la réunion doivent nécessairement avoir l'information, choisir la date, caler la date, et vous ou la secrétaire, justement, organise tout le nécessaire de la visio. Donc, et pendant une réunion, ça s'appelle des prises de notes, et ça s'appelle un compte rendu en fin de réunion. La visio aussi, il faut ça. Et il y a des outils qui permettent justement de prendre des notes, ou l'avantage de la visio, vous pouvez enregistrer la visio. Sur des outils, vous enregistrez la visio, et après, vous faites la synthèse de cette réunion, le PV, le compte rendu, vous le renvoyez. Alors, pour un partage d'expérience, ça c'est assez important pour vous. Quand vous êtes dans cette dynamique et vous adoptez cette posture,
vous avez la bonne attitude. Vous rentrez dans un service, vous commencez de l'emploi, on dit visio, on finit la visio, peut-être votre responsable ne va même pas vous demander un compte rendu. Ah, monsieur, madame, après la réunion, j'ai fait ce compte rendu. Mais waouh, ils savent déjà de quoi vous êtes capable. Donc, ce n'est pas des réunions au rabais, ça doit permettre d'avoir tout le nécessaire et éventuellement de pouvoir rebondir, faire le feedback de la réunion. Donc, ça, c'est assez important. Donc, je l'organise, je planifie la réunion, je choisis les outils qui vont avec et je suis la réunion, je mets en œuvre et je suis la réunion. Ça s'appelle justement, si après la réunion, il y a des décisions qui ont été prises, ça s'appelle suivi de la mise en œuvre justement de ces décisions et ça vous permet d'être plus efficace. Alors, dans l'animation de la visio, pour revenir sur ce point précis, comme je l'ai dit, l'animation de la visio en fonction des plateaux techniques et des outils qui seront justement mis à votre disposition, il faut prendre le soin de la maîtriser. Il faut prendre aussi le soin de s'assurer que l'animateur du jour ou les invités savent éventuellement utiliser l'outil pour que ça ne soit pas des éléments qui vont déprécier la réunion. Donc, je m'assure que tous ces éléments fonctionnent très bien. Et quand, comme je l'ai dit, en début de réunion, par visio, pour des aléas de connexion, on peut, en début, tout le monde affiche leur caméra. Vous invitez tout le monde à afficher leur caméra. Et par la suite, s'il y a des soucis de connexion, pour ne pas trop occuper la bande passante, vous pouvez désactiver les caméras et permettre juste à l'animateur principal ou à celui qui a la parole d'être visible et justement que sa caméra soit activée. Vérifie voir. Est-ce que c'est branché? Parce que ma batterie me... Voilà, donc il faudra que je m'assure que tous ces éléments sont bien maîtrisés, que mes vis-à-vis, mes invités, ils peuvent naturellement bien utiliser l'outil. Donc, et dans l'animation, justement, comme je l'ai dit, c'est comme l'ordinateur s'était arrêté. Alors, donc, dans l'animation de la visioconférence, si c'est vous l'animateur, le modérateur du webinaire, de la conférence et tout, si c'est vous qui détenez aussi je vais dire quoi, les manettes techniques de l'animation, comme vous le remarquez ici le plus souvent, celui qui a la parole, la caméra doit justement être focus sur cette personne et balayer justement la salle avec, ça dépend des plateaux techniques, mais ce sont des éléments ou des réflexes assez intéressants qui dénotent et qui montrent que vous avez la bonne maîtrise d'une animation de visioconférence et des éléments qui vont avec. Du reste, le campus numérique ici, nous préparons des formations pratiques du stage d'immersion au sein du campus numérique pratique où nous allons justement vous coopter à la maîtrise et à l'exercice de l'usage des plateaux techniques. Parce que ça, c'est fondamental et ça va naturellement avec les compétences numériques. Alors, avant de continuer sur vous présenter la certification PIX, je vais juste m'arrêter s'il y a des questions, prendre les questions et puis vous présenter un autre parcours que nous préparons. Donc, pour ceux qui sont à distance, est-ce que vous m'entendez? On va vous donner la priorité. S'il y a des questions, on commence par vous. Et le plus souvent, c'est un peu ça. Quand vous organisez la visio avec pas mal d'intervenants en ligne, moi, je choisis de donner la priorité à ceux qui sont en ligne parce qu'avec les aléas de connexion et tout, ils interviennent et après, on revient dans la salle. S'il y a des questions, ils peuvent utiliser aussi le chat pour poser ces questions. Donc, on va donner la parole à ceux qui sont en ligne. Donc, vous êtes dans l'exercice de la visio. Vous y êtes depuis le début de ce parcours. Donc, s'il y a des questions, je laisse le micro à M. Yampa. Merci. Bien, merci beaucoup, monsieur le représentant. Bon, donc, on va entamer les questions donc,
de compréhension ou des commentaires. En ligne, je pense qu'il y avait M. Ousmane, non? Ousmane, voilà. Alors, donc, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Merci à M. Wangraoga pour la présentation, j'ai beaucoup apprécié. Et ma question était de savoir, il a parlé de la sécurisation du compte. Le compte qu'on crée, comme on appelle, notre mail, il a parlé de la sécurisation, que c'est parce que parfois on enregistre les mots de passe. Est-ce que dans un ordinateur personnel comme ça, si j'enregistre mon mot de passe au niveau de Google, c'est mettre en tout cas en danger mon compte? C'est ce que je voudrais savoir. Merci. Je peux enregistrer les questions pour que M. Angra puisse venir. Ceux qui sont dans la salle en attendant. Intervenir. Ok, d'accord. Ok, donc allez-y alors. Ok, déjà merci beaucoup pour la présentation. Comme il vient de le dire, c'était vraiment riche parce qu'il y a beaucoup de choses, moi personnellement, que je ne savais pas, que j'ai appris ce matin. Maintenant, ma question, c'est par rapport aux mails. J'ai remarqué que souvent, tu peux recevoir des mails, des contacts que tu ne connais même pas. Si je prends l'exemple des bourses d'études et autres, moi, par exemple, je reçois souvent des messages de bourses d'études et autres, des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais donné mon adresse. Maintenant, je me posais souvent la question à savoir comment ils ont fait pour avoir mon adresse pour m'envoyer. Bon, maintenant, j'aimerais savoir, c'est parce que je n'ai pas sécurisé ou bien comment on peut expliquer cela? Merci beaucoup. La question a été notée. Donc, on va prendre une autre question et puis M. Angra va intervenir. Comme tu n'entres pas, on va, voilà, une dernière question et puis on s'arrête là pour que tu répondes. Donc, passez-lui le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. On a parlé de sécurité sur les réseaux, en particulier les mails. Ce que j'aimerais savoir, c'est que, est-ce qu'il y a vraiment un système qui est sécurisé à 100%? Parce qu'à ce que je sache, ils sont tous faillibles. Et même quand on parle d'authentification à double facteur, on a montré précédemment que c'est facile de le craquer. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se protéger sur Internet, en particulier protéger nos mails? Merci. Merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter là. Après, merci pour toutes ces questions très intéressantes, hein, pertinentes. Et ça demande justement, comme je le disais, l'intérêt d'échanger avec vous sur ces aspects assez spécifiques sur le courriel professionnel, l'usage de l'Internet. Je ne sais pas si Arsène est en ligne. Je vais te donner la parole pour l'authentification de facettes. Et puis, allô? Alors, donc, en attendant peut-être que Arsène rebondisse, la première question relative à l'enregistrement des mots de passe. Donc, vous les enregistrez sur le navigateur. Il faut très bien le noter. Mais quand vous créez votre boîte avec tous les éléments qui vont avec, ce sont les serveurs du fournisseur d'accès au courriel qui les héberge. C'est eux qui ont accès à toutes vos données. Naturellement, c'est eux qui ont toutes les données. Alors, sur le risque justement d'enregistrer les mots de passe sur le navigateur, donc cela a plusieurs, naturellement plusieurs risques. Comme je l'ai dit, si vous utilisez votre propre ordinateur, le risque est relativement moindre. Mais si vous utilisez un ordinateur public, vous venez au campus ici, vous vous connectez à un espace, vous enregistrez vos mots de passe sur le navigateur et tout, là, c'est pas sécurisant. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Voilà pourquoi justement, en introduction, je vous parlais déjà même pour votre ordinateur. Parce que vous avez votre ordinateur, il ne faut pas le laisser en accès libre à tout le monde.
vous devez apprendre déjà à sécuriser vos espaces de travail. Travailler dans un environnement numérique, ça, ce sont les premiers réflexes. Sécurité. Parce que l'informatique, et comme il a dit, le risque zéro, voilà, n'existe pas. Mais ce sont vos attitudes, hein, vos gestes de tous les jours qui peuvent vous trahir ou vous sécuriser au maximum. Sur les mots de passe, si c'est un ordinateur personnel, il n'y a pas de souci, vous sécurisez l'entrée et tout, vous enregistrez les mots de passe. Même avec ça, prenez le réflexe de changer vos mots de passe. Ça, c'est beaucoup conseillé. Non seulement avoir un mot de passe robuste, hein, un mot de passe robuste, c'est un mot de passe qu'on ne peut pas détecter facilement. L'erreur que les gens commettent souvent, c'est mon enfant, le nom de mon enfant, sa date de naissance, mon mari, mon chéri, voilà. Donc, le premier qui essaie de pirater votre boîte, il va faire le tour d'abord de ces questions-là. Et c'est vite fait, hein? C'est très vite fait, il peut le deviner. Donc, il suffit qu'il fasse un algorithme, il va vite vous détecter. Et aussi savoir que sur Internet, voilà, c'est le grand marché où vous avez la foire, où vous avez je le disais, des logiciels espions et tout ce qui va avec, qui sont sur Internet, qui vous espionnent. Hein? Vous êtes sur des sites fréquemment, on vous espionne. Si on veut vous espionner, on va vous espionner parce que vous donnez toutes vos traces. Voilà, les cookies et tout, Moreno pourra intervenir sur ces aspects. Alors, donc, le bon réflexe, avoir un mot de passe robuste, facile à retenir, hein, qui ne renvoie pas à, je vais dire, à mes contacts, à quelque chose qu'on peut imaginer. Ça, c'est assez important. Le plus souvent, on vous donne des indices pour constituer ce mot de passe. Le deuxième réflexe, c'est de le changer. Donc, il faut prendre le réflexe de changer le mot de passe périodiquement. Donc, je ne sais pas, 6 mois, 2 fois dans l'année. Voilà. Mais il ne faut pas rester un mot de passe que vous utilisez depuis la nuit des temps, c'est ça, vous utilisez tous les temps. Il faut le changer. Voilà. Oui. Ça c'est la première question. Ouais. Voilà, donc ça, ce sont les spams, les pourriels, tout ce que vous recevez des mails, hein, d'expéditions connues ou relativement inconnues. Et comme je l'ai dit tantôt, vous êtes sur Internet, vous laissez des traces et il y a ces logiciels espions qui collectent les informations, les sites sur lesquels vous êtes passé et les sites sur lesquels vous vous êtes abonné en donnant votre consentement, en cliquant sur oui, on peut m'envoyer d'autres informations supplémentaires. Vos données sont enregistrées. Et éventuellement, ces services peuvent partager ces données avec d'autres aussi partenaires, d'autres fournisseurs qui peuvent naturellement vous envoyer. Alors, le réflexe à faire, c'est de ne jamais cliquer dessus. Vous avez un mail que vous recevez d'inconnu, supprimez-le. Voilà, vous ne l'ouvrez pas, vous le supprimez. Donc, c'est vrai, si c'est... Et vous dans les options du mail, vous pouvez justement mettre courrier indésiré. Voilà. Donc, il faudra justement aussi regarder dans les options que vous avez dans la gestion de vos mails, comment vous pouvez bloquer cet expéditeur. Voilà. Donc, ça, ce sont les traces que vous avez, que vous laissez sur le net et que, naturellement, on peut vous toucher. Voilà. Alors, sur la troisième question, c'est sur le risque. Voilà, si je ne m'abuse. Oui, c'est vrai, et comme je l'ai répondu par anticipation, le risque zéro n'existe pas. C'est nous, en tant qu'utilisateurs du numérique, quels sont les réflexes et quelles sont surtout la formation que nous avons déjà reçue en matière de sécurité informatique. Donc, des réflexes de tous les jours à développer, ça va de pair avec tous ceux-là qui utilisent fréquemment le numérique. Qu'est-ce que j'ai comme b.a.-ba en matière de sécurité informatique? Donc ça, je pense que c'est de notre responsabilité en tant que formateur, souvent d'ouvrir cette fenêtre, de nous arrêter sur la sécurité informatique en termes de sensibilisation et de formation sur les utilisateurs. Voilà.